Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. L'actualité, c'est Alstom. D'abord, Manuel Valls est fier de l'État et fier de notre industrie. Êtes-vous fier de voir qu'il faut 500 millions d'argent public pour sauver 400 emplois? Heureux du résultat, en tout cas pour les familles. Bien sûr, quand même important mais 500 millions pour 400 emplois, ça fait 100 millions par emploi. Ça n'est pas un exemple de bonne gouvernance ou de bon gouvernement. Puisque la réalité, c'est que l'État était au capital d'Alstom, premier actionnaire principal, et quand on est l'actionnaire numéro 1, on ne se laisse pas surprendre par une décision, on l'anticipe, on programme en tout cas les choix financiers pour éviter cela. Et la réalité, c'est que si l'État s'est laissé surprendre, si le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, s'est laissé surprendre, c'est ou qu'il n'a pas voulu voir, ou qu'il n'a pas montré une grande clairvoyance sur ce dossier. Donc, Emmanuel Valls n'attaque pas tellement Emmanuel Macron, pourtant on sait que c'est pas le grand amour entre eux. Bon, ça, il faut ce qu'ils veulent, mais le sujet, c'est qu'effectivement, c'est pour vous, c'est lui qui est responsable. Bon, en l'occurrence, il y a un gouvernement, et quand on est actionnaire principal, on ne découvre pas une décision comme celle-là. Ça n'existe pas. J'ai passé 2 ans à Bercy. Je peux vous assurer qu'une décision comme celle-là, évidemment, les cabinets ministériels, évidemment, l'administration à Bercy la connaissait. Elle aurait dû être anticipée. Elle ne l'a pas été. Par incompétence Non, c'est de la mauvaise gouvernance. Oui, c'est pareil. Oui, c'est votre mot, moi je parle de mauvaise gouvernance. Le résultat, le sauvetage, c'est qu'on fait rouler des TGV sur des lignes intercités pour contourner les règles d'appel d'offres et contourner l'Europe notamment. Ça aussi, c'est de la mauvaise gouvernance. Enfin, c'est une Porsche en pleine ville, en gros. La chance d'Alstom, c'est qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle. Donc il fallait une solution, le gouvernement se mobilise. Moi, je ne vais pas lui reprocher de s'être mobilisé. Mais ça coûte beaucoup plus cher d'utiliser des TGV sur des lignes intercités. Le problème, c'est que si l'argent public gâché d'être mis au pied du mur parce qu'on ne fait pas son travail avant, ça coûterait moins cher. Mais réjouissons-nous, il y a 400 emplois qui vont être mais à quel prix voilà, mais ça coûte très très cher. Ouais. Manuel Valls, à l'Assemblée nationale hier, dit ça n'est pas, Monsieur Bussereau et Monsieur Hamon, du bricolage. C'est le terme que vous aviez utilisé. Ça n'est en rien du bricolage. Il met la droite et vous dans le même sac. Oui, c'est Manuel Valls, quoi. Et donc c'est un style qu'on connaît assez bien. Le sujet, c'est que je suis toujours frappé mais quand vous entendez ça, de l'absence d'examen de conscience du Premier ministre. D'ailleurs, souvent des politiques en général. Le train, c'est un peu la spécialité, c'est le savoir-faire à l'excellence française. On en exporte, on en fabrique, on exporte, mais on exporte aussi de la technologie. Et résultat, on peut gagner des contrats à l'étranger et se retrouver dans la situation où un site majeur de l'excellence française ferme. Où est la cohérence? Comment cela est-il acceptable par les Français? Donc, faute de cohérence, Manuel Valls vous renvoie dos à dos avec la droite. Oui, voilà, mais je le laisse à ses attaques. Moi, ça ne m'intéresse guère. Je pourrais retenir dans ce que j'ai dit que je me réjouissais que les emplois soient maintenus. Et ce sauvetage, vous le qualifiez comment, vous, ce sauvetage du gouvernement? Électoraliste, vous le qualifieriez comment? C'est difficile. Il y a toujours un intérêt à ce que, quand on est à 6 mois des élections présidentielles, on puisse sauver un site comme celui-là. Mais ça tombe au bon moment. Pendant ce temps-là, SFR détruit de l'emploi, on supprime, il y a des grands groupes qui continuent à licencier, il y a aujourd'hui même une décision qui va être prise pour le leader européen de la barquette aluminium, Ecopla, qui pourrait être confié à un de ses concurrents et donc détruire tout l'emploi en Isère. Tous ces dossiers-là, on ne va pas feindre de les découvrir, ils étaient sur la table du gouvernement. Je regrette aujourd'hui... Ce sauvetage, un mot, vous le définiriez comment? Écoutez, on a construit une solution ad hoc parce qu'on n'avait pas bien travaillé avant. Donc voilà, ça aurait été mieux de travailler que sérieusement avant. Vous entendez d'ici Manuel Valls comment un ex-ministre peut cracher dans la soupe à ce point? Alors ce qui est vrai, c'est que vous avez été ministre pendant plus de 2 ans sur 5 ans. Vous êtes redevable, comptable aussi du bilan? Évidemment, c'est pas du jour au lendemain. Évidemment que j'ai participé à une aventure collective. Vous en voulez aujourd'hui d'y avoir participé? Non, pas du tout. Je pense que ce que j'ai fait sur la loi consommation, qui aujourd'hui rend des services extrêmement concrets sur le renouvellement des assurances, l'action de groupe, la durée de vie des produits, l'accès au crédit, tout ça a été très utile aux Français. Ce que j'ai fait dans l'économie sociale aussi. Maintenant, qui me donne une solide expérience comme ancien ministre sur ce qui se passe à Bercy et sur la fable selon laquelle Bercy n'était pas au courant pour Alstom. Alors Bercy, Emmanuel Macron, il esquisse une ébauche de programme. Il était en meeting hier soir. Il propose une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale.
Vous l'inspirez aussi, Emmanuel Macron. C'est votre terme, écoutez, une dose de proportion. Oui, ce qu'il faut, c'est que le Parlement soit plus représentatif de la diversité politique des Français. Donc il faut sans doute une dose de proportionnelle. Il faut bien d'autres choses pour redonner de l'oxygène à notre démocratie, parce qu'elle est aujourd'hui asphyxiée. Il y a une très jolie phrase que j'avais entendue en Espagne. Des indignés disaient « Tenemos voto, pero no tenemos voz ». Nous avons le droit de vote, mais nous n'avons pas de voix. Et moi, je pense qu'au cœur de cette élection présidentielle, et c'est ma démarche, il faut mettre en lumière toutes ces questions invisibles, mon salaire, l'accès à un service public de la petite enfance, comment je prends en charge mes parents quand ils sont malades d'Alzheimer et que je n'ai aucun moyen comme aidant de pouvoir les accompagner correctement, ou un enfant en situation de handicap, comment comme artisan j'évite que ce soit des travailleurs détachés qui me prennent mes marchés, tous ces sujets invisibles et qui font de certains Français des invisibles. Je pense que la question, c'est pas de leur dire vous avez le droit de vote, et pour ne pas entendre leur voix. Je pense qu'Emmanuel Macron serait bien inspiré d'entendre pas seulement la voix de ceux qui, assez naturellement, qui sont des bien portants l'entourent, mais tous ces Français qui, aujourd'hui, ont le sentiment d'être sous la toise. Quand on leur parle d'être milliardaires, ça ne les concerne pas. Quand on leur dit, demain, il va y avoir une grande révolution numérique et tout le monde va pouvoir saisir des opportunités, ils ont le sentiment que cette révolution numérique n'est pas une révolution démocratique et qu'elle pourrait même être synonyme de régression sociale si, justement, l'État stratège n'anticipe pas. Donc, si moi, je vous entends bien, Emmanuel Macron, vous lui conseillez de se présenter à la primaire, mais plutôt à la primaire de droite, c'est ça ? Non, pas du tout. Il fait ce qu'il veut. Je crois qu'il est il veut se mettre en dehors de ce jeu-là. Mais Emmanuel, c'est un peu la créature de François Hollande. C'est quand même, moi, j'ai plutôt de l'affection pour lui, mais c'est une créature d'abord de François Hollande et de ce système. Et c'est compliqué quand on est une créature de François Hollande de dire qu'on va tout changer. Je pense qu'il perpétuera le système bien plus qu'il ne le transformera. Pour l'instant, selon les sondages, aucun socialiste ne serait au second tour de la présidentielle. Si Emmanuel Macron est celui qui a le plus de chances, est-ce que vous le soutiendrez ? Écoutez, il est candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis candidat des primaires de gauche. Et ces primaires de gauche, je peux vous dire que si j'y suis candidat, c'est pas pour faire jouer les figurants. C'est pour les gagner. Et j'entends bien être le candidat de la gauche. La gauche, c'est un certain nombre de principes assez clairs sur les questions économiques, sociales. Moi, je crois au progrès social. Je trouve incroyable, par exemple, qu'on puisse se dire aujourd'hui qu'au sortir de la guerre, le pays était ruiné. La guerre avait démantelé l'outil industriel. On crée la sécurité sociale. Et aujourd'hui, alors que le pays est riche, qu'on a des moyens, on ne serait même pas capable de créer le revenu universel et de penser le progrès social. Ça fait partie de votre programme. On va en parler dans un instant. Juste un dernier mot sur Emmanuel Macron. Vous nous confirmez que votre QG de campagne sera aussi Tour Montparnasse ? Normalement, 3 étages en dessous d'Emmanuel Macron. J'ai pas encore signé le bail, mais normalement, oui, nous serons Tour Montparnasse. Ouais. Dans la même tour qu'Emmanuel Macron. De la Tour Montparnasse. Mais il n'y a pas que des candidats aux élections présidentielles. Vous savez, il y avait François Mitterrand et mais c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est un clin d'œil. Et son QG de campagne et le RPR. Bon, j'espère que je suis au bon étage auparavant, à la Tour Montparnasse. Vous allez vivre des moments forts avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas, dans l'ascenseur peut-être, oui. Arnaud Montebourg, il s'est lancé, ça y est, dans la primaire. Vous étiez allié autour notamment de la cuvée du redressement. Aujourd'hui, vous êtes en confrontation, en concurrence frontale. À la primaire du PS en 2011, il a fait plus de 17%, il est 3e. Et donc on le présente comme l'alternative à François Hollande. C'est vexant ? Non, pas du tout. Mais pour vous dire un petit peu, pour illustrer un petit peu ce que sont les enjeux de cette élection, Arnaud disait il y a quelque temps, je me pose comme le gardien du discours de François Hollande de 2012. Bon, moi, je ne crois pas que le discours de François Hollande de 2012 soit le bon programme de gauche pour 2017. Je pense aujourd'hui. C'est pourtant sur ce programme aussi que vous l'aviez suivi, enfin après avoir suivi Martine Aubry. Il y a 5 ans, et même si évidemment il était notre candidat, je pense que le discours de François Hollande de 2012 est pas le bon Montebourg est dans le passé et pas dans le programme. Ce qu'il y a, c'est que je pense vraiment qu'il faut se tourner vers l'avenir. On est en train de vivre, chacun le pressent, une vraie transition. C'est valable, vous l'avez dit, sur les questions démocratiques, sur notre modèle de développement aussi. On voit bien qu'il prélève sur notre environnement des ponctions qui sont insupportables et rendent aujourd'hui dangereux l'évolution de ce modèle de développement, notamment en termes de dérèglement climatique. On voit bien que sur le plan social, les tensions sont de plus en plus fortes. Et en même temps arrive cette révolution numérique. La question, c'est, cette révolution numérique, comment sait-on saisir les opportunités qu'elle nous offre et comment sait-on anticiper les conséquences ? On parlait beaucoup du numérique. Ce dont on a l'impression, nous, c'est qu'il y a 2 candidats pour une même gauche.
Sincèrement, on se demande pourquoi Montebourg et Hamon? Pourquoi pas un seul candidat? Je propose justement la création d'un revenu universel d'existence qui change notre relation tout au long de notre vie, à partir de 18 ans, tout au long de notre vie, pour tout le monde. Quel que soit, donc les étudiants qui sont riches, ils en bénéficient aussi. Oui, mais qui est l'équivalent de la création de la sécurité sociale. C'est combien? C'est 750 € jusqu'à? Le principe, c'est 750 € pour qu'on puisse justement gagner en autonomie, en liberté, que ça aide un jeune développeur d'une start-up, que ça aide un créateur d'entreprise, que ça aide un indépendant, que ça aide un étudiant, que ça aide un intermittent, mais que ça aide aussi une femme qui travaille, qui a 2 enfants, qui est seule à la maison et qui a besoin de passer d'un plein temps à un 2/3 temps, et pour retrouver une articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui lui donne les moyens de pouvoir être aux côtés de ses enfants. Toutes ces choses-là, ça me semble aujourd'hui importantes. Mais je vous le dis, ce qui me frappe, c'est l'absence de la question sociale jusqu'à présent dans l'élection présidentielle. On ne parle pas revenus, on ne parle pas salaire, on ne parle pas pouvoir d'achat. Manuel Valls, il reprend votre idée de revenu universel d'existence. Vous l'inspirez aussi, vous avez fait pour vous entendre finalement. Oui, mais pour dire que c'est un revenu minimum, qu'on revisiterait le RSA, on agrégerait des minima sociaux et on referait un revenu minimum qui ne s'adresserait qu'aux plus pauvres. Le revenu universel d'existence, ça éradiquera la pauvreté, mais ce sera aussi l'instrument qui permet de changer la relation qu'on a au travail. Quand je lis à la révolution numérique, vous savez, dans combien de secteurs voyait-on des hommes et ne les voit-on plus aujourd'hui ? Quand vous passez au péage d'une autoroute, quand vous passez dans certaines grandes surfaces, quand auparavant votre feuille maladie était traitée par un individu et maintenant la télétransmission s'y substitue, quand demain vous aviez des métiers comme prothésiste dentaire qui pourraient être remplacés par le fait qu'une imprimante 3D dans un cabinet dentaire va justement fabriquer des dents, tous ces métiers disparaissent. C'est un service, c'est une opportunité, mais il y a certains secteurs où ça va se traduire aussi par la régression sociale. On a l'impression, il faut anticiper cela. Benoît Hamon, quand on vous écoute, vous êtes un peu la créature de Martine Aubry. Vous la souteniez en 2012, est-ce que vous espérez qu'elle vous soutienne en 2017? On parle de poisson pilote de Martine Aubry. J'ai dû faire des grands yeux à la télé, oui, écoutez. Ça vous plaît pas? Mais moi j'ai beaucoup d'affection pour elle, personne ne l'ignore. Vous espérez qu'elle vous soutienne? Elle fera ce qu'elle veut. Je pense aujourd'hui que faut regarder devant nous et arrêter de se regarder derrière soi. Comme Martine Aubry, elle est derrière? Non, mais c'est comme François Hollande. C'est pas parce qu'on a été proche de quelqu'un que forcément, voilà, on en attend des soutiens. Moi, je serais très heureux si elle me soutient, mais j'ai envie de me projeter vers l'avenir. Il nous reste 30 secondes.